constat est alarmant. Et d'ailleurs, depuis 2008, à Zilal, la caravane d'Azilal, c'est là où on a fait de la lutte contre les mariages des mineurs notre cheval de bataille. Parce que les statistiques officielles qu'on n'arrête pas de nous donner ne représentent pas la réalité. Parce que la majorité des petites filles mariées, selon des régions, il y a même des régions où ils sont mariés à 7-8 ans. Il y a Azilal de 10 ans, entre 10 ans et 16 ans. La région d'Imran, il y a entre 13 ans et 16 ans. La région de Zagora, entre 11 ans et 16 ans. Donc, mais le problème, c'est que ces statistiques ne sont pas pris, ce constat n'est pas pris en considération dans les statistiques. C'est ce que je viens de dire au début, c'est-à-dire que ce sont les mariages recensés officiellement. Officiellement, voilà, officiellement. Ouais. Mais les mariages qui sont organisés avec la Fatiha, avec un verset coranique, ne sont pas pris en considération. Et ça c'est une situation alarmante, rien que à Imelchil, en 2010, on a quand même constaté que plus de 80% des petites filles sont mariées entre 7 et 15 ans. C'est vrai que ça a diminué avec les campagnes de sensibilisation qu'on n'a pas arrêté de faire depuis, mais le problème, c'est que le phénomène persiste dans beaucoup de régions, dans Azilal, dans Zagora, dans la commune d'Imran. C'est des régions enclavées, marginalisées, où il n'y a pas d'administration, l'administration est absente, l'école est absente, et de toute façon, quand les deux époux sont mariés à un mariage avec la Fatiha, il n'y a pas d'état civil, les enfants ne sont pas inscrits à l'état civil, donc ils sont obligés de quitter l'école, il y a une déscolarisation horrible dans ces régions-là. Après, il n'y a pas d'avenir, les familles font le choix de marier leurs filles. Bien écoutez, d'abord ces chiffres sont vraiment consternants et moi j'aime mettre des vrais mots sur les phénomènes comme ça. Quand j'entends parler dans le reportage, j'ai entendu parler de mariage précoce et j'ai entendu parler de pédophilie. Moi j'ai rejoint les deux pour parler de pédomariage. Il s'agit réellement d'un phénomène de pédophilie qui est camouflé par l'appellation mariage, sous prétexte qu'il y a la Fatiha. Je ne trouve pas d'autres mots pour qualifier mariage avec des petites filles comme ça. Je voudrais dire que quand on parle de mariage précoce, il y a 3 catégories à prendre en compte. Il y a premièrement les chiffres officiels qui nous sont donnés, c'est pas qu'ils sont véridiques, mais ils représentent disons les fillettes qui sont mariées à travers l'article 20 du Code de la famille, parce que l'article 19 du Code de la famille fixe à 18 ans l'âge du mariage, mais il a ouvert une brèche en autorisant des cas exceptionnels, voilà, qui normalement est accompagné de précautions qui doivent être prises pour démontrer le caractère exceptionnel, mais ce qui n'est pas respecté, parce que normalement il doit y avoir un avis d'un sociologue, enfin d'une assistante sociale et un avis médical, avant mais c'est fait vraiment à la va-vite. Alors, vous nous dites, bon, c'est juste l'article 20, l'article 16, pour authentifier des actes qui sont passés par la voie informelle. Et troisièmement, le mariage informel carrément, c'est-à-dire dont a parlé Najat Riche, et qui est une réalité. Donc c'est les 3 choses qu'il y a lieu. Donc quand on parle d'augmentation, qu'on parle des 33 000, etc., c'est dans le cadre de l'article 20. Je pense. Parce que c'est une pédophilie légalisée en fait. C'est juste ça, les mariages précoces, le mariage des mineurs, c'est une pédophilie qui a été légalisée, qui est reconnue par les hauts responsables marocains, puisqu'on a la déclaration de Ramid qui lui encourage le mariage des mineurs, ce serait bien pour elle, ce genre de mariage. Alors c'est Mostafa Ramid, le ministre de la Justice et des Libertés, en décembre, dans un entretien accordé à un quotidien de la place, le mariage des mineurs est autorisé dans l'intérêt de ces filles. Interdire ces mariages, de fait, je cite, peut donc créer des problèmes plus graves, comme une perte des droits des enfants, ainsi que ceux de leur mère. Quel commentaire vous faites de cette phrase? Je crois les paroles de M. Ramid, c'est-à-dire l'intérêt de la fille, de quel intérêt il parle? Parce que l'intérêt de la petite fille, c'est la scolarisation en première catégorie.
c'est la santé, c'est la scolarisation, c'est ça l'intérêt de la fille. Mais de quel intérêt il parle, monsieur le ministre? Ça, c'est un grand point d'interrogation qu'on se pose. De quel intérêt? Et quel est le référentiel, de quel référentiel il parle comme base. Et j'ai un point à dire. Par exemple, quand on parle des mariages des mineurs dans les campagnes, mais ça, on les trouve même dans les grandes villes. Par exemple, l'association marocaine pour la défense des droits des femmes, on travaille le terrain sur la violence à l'égard des femmes. Alors, on trouve les mariages des mineurs dans les petits quartiers, et même dans c'est-à-dire sur Casa, Rabat, Tanger. On a une idée de la répartition rurale, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ça se passe que dans le rural, dans les régions reculées, mais est-ce qu'on est dans... Mineurs, on ne parle pas que les mariages des mineurs dans les petites campagnes. Pour nous, ce n'est pas un mariage, parce que le mariage, ça doit être consentement. Un consentement, une entente entre deux parties qui sont adultes, qui ont pris la décision de se marier et qui font ça parce qu'ils ont envie de le faire. Mais ça, c'est vraiment un viol, c'est une cérémonie de viol. Et on ne peut le nommer parce qu'en arabe, on l'appelle tazouij, pas zawaj. Parce que zawaj, c'est autre chose. Donc tazouij, c'est vraiment, je n'arrive pas à trouver le mot en français, mais je le considère un viol. Je l'ai appelé un mariage subi. Ouais. Un mariage subi. C'est même pas un mariage choisi, c'est même pas un mariage forcé ou subi. Enfin, non, un mariage précoce, c'est pas un mariage précoce. Est-ce que le débat se situe là? Je reste encore, on viendra sur le côté juridique parce que c'est important, mais est-ce que encore une fois, dans la manière avec laquelle le débat est posé, est-ce qu'on n'en parle pas assez, finalement, de cet aspect-là? On n'en parle pas beaucoup. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Il y a très très peu de journalistes, finalement, qui parlent vraiment de ce sujet en particulier, qui utilisent justement les termes de pédophilie, viol, etc. Mais au final, on est toujours les mêmes à en parler. Mais on en parle après dans les médias quand effectivement la Fondation Ito donne des chiffres, quand il y a les chiffres du ministère. Donc oui, pendant une semaine, 10 jours, c'est dans les médias un peu partout. Mais après, voilà, c'est lettre morte, on n'en parle plus. Et ça tombe dans les oubliettes jusqu'à Obelote l'année d'après. Bien, écoutez, nous avons eu à discuter l'article 16. Et comme je l'ai dit, il y a le côté... disons, ça veut dire régler le problème des gens qui attendent effectivement, la prolongation de l'article pour régulariser la situation. Et puis de l'autre côté, la question de mariage des mineurs, etc., c'est plutôt pris comme le social, etc., c'est les gens pauvres. Il vaut mieux qu'ils marient leur fille plutôt que de la laisser dans une situation matérielle déplorable, etc. Et on a beau, disons, mettre en avant les questions des conséquences dramatiques sur les filles, parce qu'on en a parlé, les filles mineures, elles n'ont pas... D'abord, il y a la déscolarisation, mais il y a la mortalité maternelle, disons, des petites filles, qui est multipliée par 5 pour les 15 ans et moins, et qui est multipliée par 2 pour les entre 18 et 15 ans. Il y a aussi les fistules vaginales, fistules rectales, etc., lors de l'accouchement. Enfin, il y a énormément de problèmes. Il y a les divorces qui sont plus fréquents, il y a les dépressions, enfin, il y a les suicides. Il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'il y a les suicides. Il y a eu Amina Filali, il y a eu plusieurs autres qui ont témoigné avoir fait des suicides. Et puis, je ne passerai pas l'occasion sans rendre hommage à la société civile, qui fait un travail remarquable. Bien sûr, il y a Ito, il y a d'autres associations, il y a le réseau Anna Rose, je pense à INSAF aussi, qui fait un travail remarquable contre le mariage des mineurs. Mais ce que je voudrais constater, c'est qu'aujourd'hui, à la Commission, il y a eu la totalité des groupes parlementaires, à l'exception de 2 groupes parlementaires, qui ont voté en faveur de cette prolongation. Les 2 groupes parlementaires, c'est un qui a voté contre, et l'autre qui s'est abstenu. Bon, l'USFP a voté contre, et nous sommes, le PPS, c'est abstenu. Donc, ce qui fait qu'il y a un grand, disons, mouvement en faveur disons, du vote pour l'article de prolongation de l'article 16. Je voudrais dire un dernier mot, c'est que j'ai relevé la contradiction qu'il y a entre le fait qu'un homme de 50 ans, qui va avoir une fillette de 14 ans, et qui fait avec elle la fatiha, et il vient demander la légalisation, et on le lui donne tout naturellement. L'article 16, sans condition, sans question. Et entre d'un autre côté, le projet de code pénal, qui prévoyait qu'une fille de 25 ans avec un gars de 30 ans, qui ont des relations sexuelles hors mariage, on les met en prison. Le problème, c'est l'article 16. Le problème, c'était l'article 16. Parce que l'article, c'est régulariser un mariage qui a été à la Fatiha, devant un juge. Il doit régulariser une situation.
il y a une fillette de 14 ans, 15 ans avec un enfant, l'homme il est déjà marié avec une autre. Le rôle du juge ici, c'est régulariser ce mariage et sauver, il le dit le juge, moi je vais sauver la situation de cette jeune fille ou de cette femme. Parce qu'elle est déjà mariée à la Fatiha, déjà elle a un enfant ou enceinte. Alors pour lui, c'est-à-dire pour lui c'est régulariser ce mariage pour l'intérêt de la femme, femme qui est devant lui avec un enfant. Alors il n'a pas le choix. Mais maintenant, pour nous, en tant que juristes, c'est pour ce fléau, moi je dis toujours un mariage de mineur fléau, pour moi, c'est plus facile d'éliminer de la Modouana l'article 20 et l'article 21. C'est la première des choses à faire pour arriver à arrêter le cas de mariage des mineurs. Justement, il faut l'éliminer parce que même quand... D'abord, il y a très peu de juges, effectivement, qui ont l'esprit ouvert et qui, justement, n'encouragent pas ce mariage de mineurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la corruption. Énormément de corruption. Par exemple, nous, avec rien que cet été dans la région de Zagora et Tinrir, on est parti dans des endroits où la plupart des fillettes étaient mariées à 13 ans, je pense à Qsar el-Fisht notamment, où la plupart des fillettes du village étaient mariées à 13 ans et toutes avaient leur acte. Toutes avaient un acte, donc c'était pas la Fatiha. Là, c'était des mariages qui étaient qui étaient légaux parce que avec autorisation des juges. Alors quand on a demandé aux parents justement où est-ce que vous avez obtenu cette autorisation, ils nous disent on est parti à Zagora on nous la refuse et en fait ils s'amusent à faire le tour des villes du Maroc jusqu'à trouver le bon juge qui va autoriser. Et ça, ce n'est pas normal parce que légalement on n'a pas le droit si on habite dans une région, on n'a pas le droit d'aller à un tribunal qui appartient. Changer de... Voilà. Moi, je me dis qu'on passe... normalement, c'est le moment de changer les lois. C'est très important parce que, pour le moment, pourquoi? Parce que le référentiel, c'est vrai, le référentiel des conservateurs, mais il y a le Maroc. Le Maroc, il est signataire sur les droits de l'enfant et il est obligé de respecter cette convention. C'est le moment parce que la convention des droits de l'enfant, c'est la santé de l'enfant, la scolarisation de l'enfant, le bien-être de l'enfant. Alors, et surtout aussi la Constitution 2011 qui donne le point le plus important, c'est les conventions internationales. Alors on est dans l'obligation, je dis dans l'obligation de changer soit le code de la famille et l'élimination des articles qui encouragent les mariages des mineurs, ça c'est la première des choses, et puis revoir l'article 16, c'est-à-dire l'article 16 avec des conditions et aussi le changement du code pénal. C'est pénaliser, sanctionner tout mariage avant l'âge de... moi je me dis l'âge de 18 ans, mais la pratique maintenant, l'âge c'est 25 ans, avec la scolarisation des filles et tout, on ne parle plus de 18 ans des filles. C'est 25 ans, c'est les études supérieures. Jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est un libre choix. Il y a le libre choix du conjoint. Le psychologue qui a fait l'étude pour le printemps de la dignité et qui a assuré que je crois, qui a assuré que il y a des filles qui peuvent arriver à l'âge de maturité à 21 ans, à 18 ans, d'autres à 21 ans, il y en a qui ne peuvent y arriver qu'à 25 ans. Donc, tant que je suis au-dessous de 18 ans, je ne peux pas dire que je suis... Voilà. Donc, il faut surtout essayer de mettre en avant la scolarisation, l'éducation, l'avenir de la fille. Et on ne peut pas m'avancer l'argument, me dire que les mentalités des Marocains, ils veulent marier leurs filles mineures. Ben, la mentalité des Marocains avant, ils refusaient de mettre la ceinture. Ils grillaient le feu rouge. Mais malgré tout, on a veillé à l'application du code de la route. Est-ce que vous pensez qu'on pourra un jour aller vers, c'était le titre de l'émission, vers l'éradication du mariage des mineurs? Vous me dites oui ou non? Ok. Oui. Un silence. Non, je dis oui, c'est possible. C'est possible, mais c'est pas demain, malheureusement. Oui, c'est possible, mais avec les changements de loi.
Et de volonté. Pareil, c'est compliqué à répondre, mais je dirais c'est possible, mais effectivement, il faut changer les lois et il faut vraiment pénaliser les gens qui ont recours à ce genre de mariage. Et enfin Je dirais oui, s'il y a une volonté politique d'assurer la scolarisation pour tous et pour toutes. Il y avait une ambiance très saine au début de la compétition sportive, mais il se trouve que dans un contexte de foule, il suffit d'une petite étincelle pour créer un petit débordement ou un grand débordement. Ici, ce sont les éléments, les groupes de supporters du Wydad et du Raja ont pu trouver un moyen de se confronter à travers ce qu'on appelle les tifos, les messages et les banderoles. Il y avait une violence qui s'est véhiculée à travers ces symboles-là, leurs rituels. Ils transmettaient des messages d'hostilité. c'est-à-dire qu'ils s'insultent. Bon, ça, D'une façon, si on va ils s'insultent dans, de façon dans les matchs, on voit tout le temps à chaque fois des Et puis, insultes. déjà, ce côté-là qui pèse lourdement, en plus le dénouement des matchs. Parce que, vous savez, il y avait un enjeu sportif aussi immense, parce que le WAC étant leader, on quête d'une victoire pour pouvoir aller au-devant comme prétendant du titre de championnat. Le Raja, avec ses supporters, il nourrissait l'ambition de sortir un peu de l'impasse. Et puis, toutes ces tensions, puis plus la médiatisation. Plus la médiatisation, c'était quelque chose de... On a pu mettre en relief une image presque démesurée des ultras. Mais cette étincelle n'a pu devenir bagarre générale que parce que, au départ, le stade était insécurisable. On parle de 5000 policiers. 5000 policiers pour arrêter, soi-disant, 45 000 personnes. Or, il n'y avait pas 45 000 personnes au stade. Il y en avait 2 fois plus. Là, les chiffres officiels qui ont été donnés aujourd'hui, on a dit qu'il y a eu 17 000 resquilleurs. 17 000. 17 000. Or, c'est pas vrai. Si on voit le stade il est fait pour prendre, Au moins. à raison de 50 cm par personne, par postérieur, excusez-moi, Oui. place assise, ça fait peut-être 5... On parle de 55 000 personnes. C'est-à-dire que des personnes assises. La personne était assise. Et il faut laisser les couloirs, les escaliers d'évacuation. Oui. Eux aussi étaient occupés. Donc on peut dire très bien qu'il y avait combien de personnes? Peut-être, disons 90 000. Finalement, c'était pas ça. On a vu des supporters qui sont en train de marcher sur les hauteurs du stade. Comment on arrive sur les hauteurs par du les stade? hauteurs, c'est-à-dire que, comme ces voleurs qui passent par les terrasses pour attaquer des maisons, ils sont passés par les hauteurs du stade. Ils sont montés sur le stade, sur les hauteurs, grâce à une échelle. Une échelle d'au moins, je ne sais pas moi. Oui, c'est pas un escabeau, il faut une échelle. Oui, on la voit l'échelle. Cette échelle était venue pour qu'on puisse hisser un tifo. Parce qu'il devait y avoir un tifo qui devait hisser un tifo en 3D qui n'a pas pu être installé. Parce qu'il n'a pas pu être installé. Et cette échelle s'est servie pour que certains supporters rejoignent les supporters d'en face. C'est ça. Et ils ont contourné les forces de police. Ils les ont contournés. Parce que les images qu'on voit, parce qu'avec toute la préparation qu'a pu faire la DGSN, toutes les études qui ont été faites, elles ont été débordées à un moment. S'il y a des policiers blessés, c'est qu'il y a eu, une bagarre qui est tournée à l'avantage des émeutiers. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on voit une image qui est dramatique, pour moi. Un policier face à 2000 personnes. Oui, on voit cette image dramatique quand même de la police qui se fait agresser. Ce policier, ou bien il n'est pas à sa place, ou bien il a été abandonné, ou bien il s'est passé quelque chose. Alors justement, je voulais signaler une chose très importante. Si on veut comprendre la situation actuelle, il faut arrêter de chercher un responsable pour lui coller ce qui se passe au Maroc. Tous nous sommes responsables, sans exception. Et quand on parle de la foule, la première des choses qui apparaît scientifiquement parlant, c'est l'individualisation de la personne. Donc on n'est plus individuel. Et quand on dit individualiser quelqu'un ou être individuel, ça veut dire qu'on a des normes. On croit à la loi, on croit à la responsabilité civique, on croit à l'échange. Mais une fois qu'on est dans la foule, et là on fait référence à Gustave Le Bon qui parle de la psychologie de la foule, où il y a la première chose qu'on perd, c'est la rationalité. Et on est plein dedans dans ce qu'on appelle l'émotionnel. L'émotionnel, aujourd'hui, on l'a vu sur la télé. Quelqu'un qui monte dans le
les toits comment on appelle ça, du terrain, justement, dans quel objectif? C'est d'inciter l'autre. C'est justement parce qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, les supporters marocains, ils ne sont plus là pour savourer le foot ou savourer le sport. Ils sont là pour eux-mêmes. Et ça, c'est très significatif. Ils attirent l'attention sur eux. Justement, pourquoi? Parce que si on reprend la chose d'une façon plus ou moins globaliste, d'une approche systémique, tout le monde est responsable. Pourquoi il a besoin de prouver qu'il est là? Pourquoi il a besoin d'amener un tifo, d'appartenir à un groupe, à un ultra? Justement parce qu'il y a ce vide. Et quand on commence à décortiquer le profil de ces personnes, c'est des enfants de 15 à 18 ans. C'est quelqu'un qui n'est pas encore intégré socialement, qui est irresponsable. Et une fois qu'il est face à la foule, face à l'émotionnel, il n'y a plus rien qui l'arrête. Et justement, pourquoi aujourd'hui on commence dans le vif du sujet et on commence à chercher la solution? La solution n'est pas dans l'acte lui-même. C'est avant l'acte, durant l'acte et après l'acte. Qu'est-ce qu'on peut proposer en tant que citoyen à de telles situations pour qu'ils ne se reproduisent plus, au moins qu'ils ne se reproduisent pas de la même manière. Parce que c'est de la folie que de croire qu'on va arrêter les émeutes du jour au lendemain. Mais devoir, d'accord. Qui n'en ait pas les moyens, la Géhaja, en son balance. C'est son devoir. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est dans un match du Wydad. Saïd, on achète quelqu'un, un joueur de 66 millions. Exact. 300 millions de centimes. Exact. Mais, et le président du Wydad, qui normalement aurait dû être là, parce que nous tous, on était invités chez lui. On était invités à un match organisé par le Wydad. Le président du Wydad est aussi président de la Ligue. Cette Ligue qui est aujourd'hui appelée à sanctionner les débordements. Oui. Alors que les débordements ont été provoqués par peut-être une léthargie au niveau de l'organisation. Parce que ce qu'on a vu des forces de l'ordre, il faut le dire, les forces de l'ordre ont été les premières victimes de cela. Ah bah ça on le voit bien. Ils ne peuvent qu'être des victimes. Ouais. On était en réaction, pas en action. Voilà, exactement. Autre question, parce que vous avez parlé de la responsabilité des clubs. Oui. Moi, j'y crois profondément. Alors, quand s'installe deux Est-ce qu'ils ont la main? C'est quand je vous posais la question qui a déclenché votre discussion là maintenant, c'est est-ce qu'ils ont la main? Est-ce qu'ils ont le levier? Alors, aussi bien financier que psychologique, finalement. Mais ils n'ont pas la manière, je suis désolé. Oui. Alors, quand je dis... Oui, ils n'ont pas la manière. Justement, quand on parle de ces jeunes... Ils ne veulent pas la voir. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ne sont pas compétents? Est-ce qu'ils ne veulent pas la voir? Je ne veux pas aller dans le... Pour la police, alors, est-ce que j'allais appelons une chose par l'argent. Appelons une chose par l'argent. Je vais aller au fond de la recette du match. Je vais aller au fond. Non. S'il vous plaît, laissez parler Sibin Zakoul. Je vais aller au fond de mes idées. Non, mais il faudrait voir. Mais on est bien d'accord. Vous répondrez. Mais on est d'accord. Non. Après vous répondrez. Vous inquiétez pas. Je veux juste entendre. Je ne veux pas répondre. Je veux pas. On est d'accord. On est d'accord. Sibin Zakoul. Attends la parole depuis tout à l'heure. Alors parce que ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'il y a une rivalité entre ce qu'on appelle les présidents du club et les présidents de ce qu'on appelle les tifos, comment ils appellent ça, les ultras. Les ultras. Donc justement, pourquoi on est arrivé à ce niveau je dirais, entre parenthèses, de délinquance? Parce que les clubs ne remplissent pas les rôles. Le club, il commence par qui? Il commence par les minimes, par les petits. Pourquoi ne pas aller chercher cette éducation sportive dans les maisons, dans les quartiers? Parce que quand on parle d'encadrer ces jeunes-là, qu'ils puissent accéder au terrain dans un esprit sportif, ça commence bien avant. C'est pas au moment du match, c'est pas au jour du derby. Donc, s'il y a ce suivi, c'est que les seuls responsables pour moi, dans ce sens-là, pour éduquer nos enfants, c'est bien sûr les clubs. Quand on parle d'ouvrir les écoles, c'est pas uniquement apprendre les techniques, mais il faut apprendre aussi ce qui va en parallèle. La DGSN a fait des écrits à plusieurs parties, à plusieurs acteurs et intervenants concernés, concernant la précarité de plusieurs infrastructures au Maroc. Vie-sécurité entachée d'anomalies et presque ingérable, insoutenable au niveau de la gestion sécuritaire. Avec ça, on fait des miracles. Le fait qu'on est là, on existe, on est face à face devant la foule. Face à face devant la foule. Il y a plus d'obstacles. En France, est-ce que tu imagines combien de policiers à l'intérieur entre Améros? 150 policiers à l'extérieur. Paris Saint-Germain, Lille. Paris Saint-Germain, Lyon. L'OM. Combien de policiers? Vous pouvez imaginer? Je ne sais pas. Ça ne dépasse pas 500 policiers. Pourquoi? Parce que déjà l'infrastructure prête, il vous aide. Oui. Si on ne dit pas une enceinte morte, il est déjà aveugle. Mais vous avez, la question que je vous pose, est-ce que vous n'avez pas, dernière, après on va passer à la pause, juste pour que vous me disiez, vous n'avez pas le dernier mot, vous, des GSN, vous dites non, on n'organise pas ce match dans des conditions comme ça, dans un stade. On le fait parfois.
On le fait souvent. Parfois, il y a des compétitions sportives qui sont programmées par la Fédération roumaine de football. On nous invite parfois à la Fédération roumaine de football pour prendre part à la programmation. Souvent, on le fait, parfois, on ne le fait pas, mais ce n'est pas une règle. Pour nous, on prend le devant. Parce que le directeur général de la Sécurité nationale prend le devant et adresse des notes en due forme aux parties concernées, les incitant à changer d'horaire, à changer de stade, à les sensibiliser sur les vies de sécurité en tâchant. Il y a un effort colossal, inconsidérable de la DGCL pour sonner le glas, pour sonner donner la sonnette d'alarme concernant le péril et les risques entourant plusieurs à travers la non-fiabilité des stades. Alors, juste des faits générateurs, finalement, cette étincelle, on va parler aussi du stade, parce qu'il y a aussi beaucoup de partisans qui disent qu'il faut déplacer le stade, et on va voir après les réponses juridiques, qu'est-ce qu'on en a, et les différentes réponses qu'on peut avoir. Hamid Farid. C'est trop facile de demander à déplacer le stade. C'est comme si en déplaçant le stade, on déplace le problème. Et comme dans beaucoup de domaines dans mon cher pays, il suffit d'envoyer les choses vers la périphérie, les bidonvilles, les stades, etc., pour que le problème soit oublié. Non, le stade est très très bien là où il est. C'est pas propre à notre pays. Oui, le stade est très bien là où il est. Bernabéu est en plein centre-ville, au stade aussi. Stratégie nationale. C'est la stratégie nationale. Je vais quand même demander son avis. On ne peut pas toucher aux choses à laquelle on n'a jamais pensé. Ce qui se dit là aujourd'hui n'a jamais été dit. Parce que dire que la police est victime, la première victime de la désorganisation et de la gabegie faite par les clubs, ça n'a jamais été dit. Qu'est-ce qu'on dit? Le public est mal élevé, les mineurs ont fait ceci, les hooligans, on va les mettre en prison et l'arrière. Mais réfléchissons. Les statistiques que vous avez données en début d'émission, sur les 70 000 personnes, 71 000 personnes présentes, 71 000. Combien d'arrestations? 45. 45. Mais parce que c'est pas 71 000 qui ont fait ça. C'est peanuts, normalement. C'est peanuts. Oui, alors de quoi parle-t-on? C'est pas aussi dramatique que ça, parce que... De quoi parle-t-on? Or, la situation est beaucoup plus dramatique que ça. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui n'étaient pas au stade, qui étaient ailleurs, et qui voulaient rentrer chez eux, en revenant. Et ils ont vu quelque chose, 2 heures après la fin du match, des mondes cagoulés, avec des bâtons en train de courir dans les rues et taper tout ce qu'ils trouvaient. Partout dans le monde. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on dit, ouais, ils sont sortis du match de foot. Il y a ce phénomène-là. Et c'est pour cela qu'il faut insister sur le fait du rôle. Le premier responsable de ce qui se passe dans un match de foot, c'est le club. Dans le lot des choses à régler, je pense qu'il faut déjà prendre conscience aujourd'hui et le répéter partout. Gérer la violence en relation avec le football, ce n'est pas le problème de la police. La police ne doit jamais être en situation frontale avec les supporters. La police doit gérer la sécurité publique. Par contre, un stade, il y a les moyens statiques, tout ce qui est infrastructure. Il y a également l'élément humain qui sont les stadiers, dont normalement c'est le boulot de gérer les flux, de gérer. Ce n'est pas normal d'entrer dans un stade en Europe ou en Espagne juste à côté. En 5 minutes, le stade se remplit, en 5 minutes, il se vide. Et chez nous, on n'arrive toujours pas à savoir à quelle heure on ouvre les portes, etc. Par contre, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ouvre-t-on les portes? Pourquoi laisse-t-on des milliers de personnes entrer au stade sans billet? Ça, je le dis de manière très claire, ça c'est la politique. Il faut que la politique quitte le football. Il faut que ceux qui veulent faire de la politique aillent le faire dans les quartiers, auprès des gens, dans les tribunes qui sont celles de la politique. Par contre, ouvrir les portes pour faire plaisir à telle association ou tel quartier ou tel supporter, c'est dangereux. Parce que tout ce qui n'est pas contrôlé devient ingérable. Moi, ce que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, quand on parle d'un phénomène, on ne le voit pas dans son aboutissement, on ne le voit pas dans l'acte final. Donc, je commencerai déjà par le fait de parler du rôle des policiers. Je suis contre qu'un policier entre dans un terrain avec une uniforme. C'est très, très incitant parce que tout à l'heure, monsieur, vous avez parlé de l'étincelle. Parmi les choses qui créent cette étincelle, c'est le fait de la présence de l'uniforme. On a parlé de la violence. Il faut qu'il s'installe d'une autre manière. Tu oublies les discours. Tu viens à la police. Non, je ne parle pas de la police. Je parle de l'uniforme. Alors, justement. Elle est là pour protéger les gens. Non, attendez, laissez-moi terminer mon idée. Il y aurait un massacre entre les deux. Laissez-moi terminer mon idée. Alors, si vous permettez, je termine mon n'importe quoi. Alors, quand je dis dans ce sens-là, c'est que les policiers, ils ne sont là justement qu'à travers ce qu'on appelle les faits qui sont déjà
réalisé, à savoir la violence. Il ne peut pas intervenir avant. Donc, justement, s'il ne peut pas intervenir avant, c'est qu'il intervient après l'émeute. Donc, pourquoi donc se mettre dans une situation je dirais, on s'attend à ce que cette émeute se déclenche. Nous, on fait tout maintenant. On commence à faire tout parce qu'il y a des absences. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette charge de population très jeune, très fragile, avec une fragilité incroyable, et qui a besoin d'encadrement, besoin d'un autre support, qui n'est pas le nôtre. Mais pourtant, on les ramasse, une fois terminé la compétition, on les envoie chez eux. Et parfois, on demande même à la famille de venir, ils n'arrivent pas, ils ne viennent pas. C'est leur dernier souci. C'est dire à quel niveau on traite cette problématique de supporterisme au Maroc. C'est la majorité du public. Il n'y a que des mineurs. Il faut les accompagner. Ah, mais si c'est la majorité, c'est parce que les autres ne viennent plus. On a raison justement du problème. Qu'est-ce qu'ils font en Hollande? Mais on peut très bien contrôler et éduquer ces mineurs. C'est ce qui est le plus facile. Parce qu'ils viennent par amour du club. Qu'est-ce qu'ils font en Hollande? Je m'excuse, Hamad. Ils punissent les parents, directement. Oui. La première fois, la deuxième, troisième, ils sévissent. En termes d'amende. En termes d'amende, c'est la poche. En attendant de punir les parents. Hamid Faridi. En attendant de punir les parents. Mais dans le contexte, en attendant de punir les Najib parents. Salmi, il n'a pas parlé tout à l'heure. En attendant de punir les parents. Punissons les clubs. Mais pas par des matchs à huis clos. Ça, c'est facile. Parce que la match à huis clos, on punit tout le monde. On punit un public qui n'a rien fait et on punit le club. Alors, avant que je passe la parole aussi, Hamid. Il faut punir financièrement. Alors justement, vous parlez de se punir financièrement. Vous avez quand même dit quelque chose qui est essentiel. Il y a quand même des dizaines de milliers de billets qui ont été vendus sous le manteau. On est bien d'accord. Alors, au-delà du délit, qui peut être un délit fiscal, qui peut être un délit tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Il y a quelque chose qui va être fait? Il y a quelque chose qui va être entamé? Est-ce qu'on va le faire? On va juste en parler. Et puis, il y a du black qui passe dans les postes de Swaggy. Voilà. Sibosfour a dit tout à l'heure quelque chose. Il a dit, on oublie. On passe 2 matchs, 3 matchs, puis on oublie. Celui qui a agressé le policier dans le stade n'est pas seulement le jeune délinquant ou les jeunes délinquants qui étaient autour de lui, c'est aussi celui qui a vendu 2 fois plus de billets. Parce que là, il a mis le policier en situation de danger. Je voudrais juste rappeler un détail. Ce n'est pas seulement le football qui est victime aujourd'hui de cette violence. Essayez d'organiser un spectacle en plein air. Essayez d'organiser un spectacle qui se répète où il y a des caméras. Oui. Je me rappelle de ma voisine avec le chanteur Steti, je pense. Je me rappelle, il y avait des morts. Il faut, à un moment donné, prendre le problème à bras le corps, essayer de le régler en amont, ne pas attendre que le sécuritaire s'en occupe. Ce qui s'est passé dimanche est un très bon message. Le sécuritaire peut beaucoup, mais il ne peut pas tout. C'est vrai que, effectivement, comme il a été mentionné dans le reportage, et comme vous l'avez mentionné en introduction, les pluies tardent à arriver. Donc il y a un déficit, effectivement, ça dépend des régions. Il y a des régions où le déficit est relativement maîtrisé, notamment les régions de sud et sud-est. Les régions de centre, le déficit est avoisine les 50%, et même parfois dans certaines régions, dans le Sebo et le Low-Cost, le déficit atteint les 70%. Alors ce déficit s'est répercuté effectivement sur les écoulements au niveau des rivières. Les apports sont relativement faibles par rapport à la normale. Et effectivement, les apports enregistrés à l'amont, à l'entrée des barrages, enregistrent des déficits en moyenne nationale de 60%. Seulement, cette année, nous avons hérité une situation de l'année dernière qui était une année favorable. C'est vrai que les pluies ont tardé, donc c'est vrai qu'il y a un déficit pluviométrique, notamment dans les zones où les cultures sont des cultures pluviales, mais la réserve au niveau des barrages enregistre des niveaux de stock relativement satisfaisants qui permettra d'assurer les besoins en irrigation des grands périmètres qui sont dominés par les barrages, mais également à satisfaire les besoins en eau potable sans aucune difficulté pour les centres qui sont approvisionnés. C'est vrai, est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme? Je pense qu'il y a un déficit maintenant. Et c'est encore prématuré, nous sommes au mois de décembre, la période pluvieuse, elle s'étale du mois de novembre généralement jusqu'au mois de mars. Donc il nous reste encore le mois de janvier, février et mars. Et donc nous espérons que la situation s'améliorera davantage à l'avenir. Mais la situation mérite d'être suivie pour prendre les dispositions nécessaires. Pour la COP21, il y a eu un débat très fort sur le réchauffement climatique et les changements.
et qui disent qu'ils ont déjà commencé à l'échelle internationale. Et donc maintenant, vraiment, à l'échelle internationale, ce sont des temps plus doux que la normale, même au Canada. Si ça neige au Québec, mais à Montréal, ça fait des années maintenant. Et maintenant, je crois que demain, ils ont un temps encore assez doux. Ce qui est exceptionnel. Donc, ce qui est exceptionnel en fin d'année. Et aussi pour un certain nombre de pays européens, à Paris, pendant la COP, il n'y avait pas eu vraiment de véritable pluie, donc c'était assez chaud. Et donc il y a des gens qui partaient même pour nager au niveau du... Donc ça montre qu'il y a un changement au niveau international. Il commence doucement, mais l'essentiel, c'est que ces perturbations, ils ne sont pas, c'est-à-dire contrôlables et on ne peut pas les prévoir. Et donc, c'est cette situation qu'il faut. Peut-être que demain, il pourra pleuvoir à partir de la semaine prochaine. On aura une année beaucoup plus meilleure peut-être que l'année dernière. On ne peut pas prévoir. On espère fortement tous. Voilà. Sur l'aspect de prévision, en l'occurrence, il y a un phénomène qui est le réchauffement du courant climatique pacifique, le Niño, qui, lorsqu'il apparaît, induit des changements sur la pluviométrie à l'échelle de la planète, en tout cas. Hein. Et effectivement, nous avons un phénomène Niño qui a commencé l'année dernière et qui s'est renforcé cette année et qui, de manière générale, est très corrélé avec les périodes de sécheresse que nous avons connues au Maroc. Hein. Le Niño, Ziad a parlé de la sécheresse 81-85, hein, 5 années de sécheresse successives, c'était 5 années de Niño. D'accord ? Donc on est vraiment... Donc on connaît ce phénomène. On connaît ce phénomène et il est apparu de manière alarmante dès l'année dernière. Il n'y a pas eu les effets massifs parce que l'augmentation de température était restée limitée. Cette année, toutes les mesures qui ont été faites se traduisent par une remontée de température très inquiétante et expliquent les inondations en Australie, les phénomènes extrêmes que connaît l'océan Indien. C'est vraiment... pourquoi ça marche comment ? Simplement, le réchauffement climatique perturbe le fonctionnement des alizés. C'est-à-dire qu'on n'a pas les zones dépressionnaires qui font que les vents transportent et la pluie vers les endroits qui sont requis. On est dans cette situation. Donc, prévisibilité, il y avait des motifs d'inquiétude. D'abord, avant de parler de la qualité, moi je reviens sur la question de l'eau potable qui a été soulevée par Sexy. Effectivement, maintenant on ne parle plus de problème de potable. Dans le temps, lorsqu'il y avait la sécheresse, le secteur qui était touché directement, c'est l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Au milieu rural, dans le temps, on utilisait des systèmes beaucoup plus vulnérables aux conditions climatiques et des ressources qui ne sont pas vraiment garanties. Maintenant, à travers l'expérience que nous avons vécue dans les années 80, nous avons opté pour des solutions beaucoup plus structurantes, des adductions régionales, des prélèvements à partir des ressources qui sont garanties, à partir des barrages, l'utilisation des ressources souterraines qui sont beaucoup plus garanties et moins vulnérables aux aléas climatiques. Et sur ce domaine-là, il y a une évolution importante. Maintenant, sur la question de la qualité, effectivement, lorsqu'il y a une diminution, la sécheresse, c'est une diminution des précipitations et par conséquent des écoulements dans les rivières. Et lorsque les écoulements diminuent, des nappes phréatiques aussi. Et ça coïncide parfois avec des sources de pollution, comme cette année, une campagne oléicole très importante, avec des rejets des margines dans les rivières. C'est vrai que la qualité de l'eau au niveau des rivières est affectée, et pas uniquement les rivières, même les lacs, les retenues de barrage, et ça affecte bien sûr la qualité de manière globale et les prélèvements pour l'eau potable. Et parfois, dans certains endroits, les stations... C'est vrai que dans le secteur agricole aussi, heureusement maintenant on n'irrigue pas, on irrigue généralement durant l'été. Mais maintenant, le secteur qui est impacté, c'est la qualité de la ressource et parfois des stations de traitement qui tombent en panne à cause des problèmes de margine. Et c'est un problème sérieux que nous vivons
dans des situations de faible hydraulicité qui coïncident avec des campagnes d'extraction d'huile d'olive. Et les gens, malheureusement, ils rejettent directement, malgré les contrôles, malgré les recommandations, ils rejettent directement sur le milieu naturel. Je crois que pour le plan Maroc vert, comme pour différents plans sectoriels, parce que c'est aussi le plan d'émergence, les autres plans, tous les secteurs ils dépendent de l'eau, il faut le savoir, de manière directe ou indirecte. Et donc là, il faut absolument une stratégie adaptée et aussi une évaluation de ces plans sectoriels. Et dans ce cadre, les associations, les plus grands réseaux et associations regroupés dans l'AMCDD, l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, qui a participé au COP21, ils ont eu des ateliers avec le ministère de l'Agriculture. Et parmi les choses essentielles, les remarques, c'est que le plan Maroc vert, il a permis un rattrapage des lacunes, il a permis une visibilité, c'est sûr, des mécanismes, mais il doit être évalué, surtout parce qu'il bénéficie un peu plus par rapport aux grands agriculteurs, par rapport aux petits, et aussi bien pour le développement, mais aussi pour la résistance. Et là aussi pour l'assurance aussi, parce que la majorité des agriculteurs, ils ont moins de 5 hectares, et donc ils sont très vulnérables. Et aussi parce que même s'il y a des pluies, généralement, il y a toujours des zones géographiques du Maroc qui souffrent du manque de précipitations. Et donc c'est un modèle qu'il faut avoir et qui doit absolument intégrer les collectivités locales au niveau des communes, au niveau des régions, pour que vraiment la réactivité, l'accompagnement des agriculteurs et l'assurance aussi bien de l'État que à travers les mécanismes qui existent, mais aussi il faut impliquer aussi davantage le secteur financier pour développer d'autres offres qui sont beaucoup plus fortes et plus diversifiées afin de permettre aux agriculteurs un petit peu de résister et aussi pour les autres, comme j'ai dit, les autres acteurs de la société au niveau des différentes choses qui sont très vulnérables, sont très sensibles. La sécheresse, c'est un phénomène qui commence par un phénomène climatique, mais qui a des répercussions sociales et économiques importantes. Donc les mesures qui sont à envisager, c'est des mesures portant sur la solidarité nationale au profit de ces zones, la couverture du risque de catastrophes et les mécanismes qui aident les gens à redémarrer leur activité. C'est l'enjeu fondamental. Lors de la sécheresse 98, 99 et ces années-là, le gouvernement avait mis en place un plan de lutte contre la sécheresse qu'il avait doté de plus de 10 milliards de dirhams. Il avait prélevé 10 milliards de dirhams sur le programme d'investissement de l'État, sur des mesures d'économie de dépenses et les a injectés pour maintenir de l'activité économique dans les zones impactées, pour s'assurer qu'on n'a pas d'effets irréversibles. C'est-à-dire d'effets irréversibles, des gens qui abandonnent leur exploitation, qui abandonnent leur ville parce qu'il n'y a pas d'eau, qui abandonnent leurs troupeaux parce qu'il n'y a pas de quoi les nourrir ou de machin, et qu'on s'assure de redémarrage. Parce que si on ne le fait pas, on est dans des situations dont les impacts sociaux sont monstrueux. Alors, moi, j'étais récemment en Mauritanie. La société, la grande sécheresse de la Mauritanie, la société a été changée complètement. Pourquoi? Parce que il y a eu 2 ou 3 années de sécheresse successives très graves. La richesse des Mauritaniens, c'était leurs troupeaux. Donc les gens qui avaient des grands troupeaux, c'était les gens qui étaient les plus riches. Ils se sont retrouvés sans aliments et sans eau. Et en situation de sécheresse, de manière très paradoxale, le prix des bêtes diminue et de manière très très forte. Parce que il coûte de plus en plus cher de les nourrir. Et donc, ils ont tous vendu leurs troupeaux à vil prix. On s'est retrouvé avec une recomposition de la société, avec des effets très très importants. De la même manière, au Maroc, on a eu des phénomènes d'exode rural accéléré, avec des effets sur
les villes, etc. Donc c'est des phénomènes, les implications sociales et économiques. On dit que chacun travaille dans son coin. C'est pas totalement vrai. Donc ça existait, ça existait dans le temps. Effectivement, l'approche sectorielle dans le temps, c'était quelque chose qui dominait. Mais il y a eu une évolution en Maroc. Donc on travaille maintenant dans le cadre de plans intégrés avec une convergence des politiques sectorielles. Donc les choses ont beaucoup évolué au Maroc et c'est grâce à la convergence des politiques publiques en matière de développement aussi bien à l'amont au niveau de la mobilisation, la recherche des ressources qu'au niveau des usagers que les choses ont beaucoup changé et maintenant on ne peut pas dire qu'on est vraiment satisfait à 100%, mais il faut reconnaître qu'il y a eu une évolution énorme en matière de recherche d'intégration des politiques maintenant. Ouais. Je pense que les administrations marocaines ne sont pas cloisonnées comme c'est le cas dans le temps. Il n'y a pas que dans l'eau, hein, on fait vraiment la transversalité.